On vous dit qu'en France, le marché immobilier, c'est terminé, la location, c'est terminé, et qu'il est jamais possible de dépasser les 5% de rentabilité. Et vous dites, mais j'étais déjà sur cette chaîne, hein. Ce gars-là, il m'a dit qu'il fallait viser une rentabilité de 10%. Bah du coup, comment il fait? Je vais vous l'expliquer dans cette vidéo, mais spoiler alerte, il va falloir se retrousser les manches. Et un des axes intéressants à aujourd'hui exploiter, ce sont les mauvais DPE. Parce qu'en face, vous allez avoir, dans certains cas, et même dans la majorité, des vendeurs qui sont un peu paniqués. Et donc, ce sera l'occasion, si vous êtes professionnel et si vous êtes éthique, bah, de récupérer des biens avec un prix d'achat correct. Et la rentabilité locative d'un bien se fait avant tout au moment de l'achat. Alors, en toute transparence, j'ai fait une autre vidéo pour les propriétaires cette fois-ci, pour leur dire de ne pas paniquer quand ils ont des biens F ou G, et quoi faire pour se préparer à se faire négocier par des gens comme vous. Et oui, parce que l'objectif, c'est de rester éthique dans tout ça. Alors, il y a ceux qui auront vu ma précédente vidéo, et puis il y a tous les autres. Donc, j'ai envie de vous dire, moi j'ai fait mon job d'évangélisation et d'explication pour les deux parties, et après, à vous de trouver les bonnes cibles. Donc, venons-en au DPE, F et G. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que aujourd'hui, si on veut faire une bonne rentabilité, il faut aller vers les biens que tout le monde fuit. Et ce type de biens, qui sont classés dans les passoires énergétiques, en tout cas par les médias, sont d'excellentes cibles. Pourquoi? Parce que la majorité d'entre eux ne sont pas du tout des passoires énergétiques. Simplement, ils ont un défaut, euh, je dirais, constructif ou d'aménagement qui ne correspond pas à la doxa, aux normes, aux réglementations et à la volonté politique du moment, et donc ils se retrouvent avec une grosse sanction dans le DPE. Dans la précédente vidéo pour les propriétaires, je donnais l'exemple du château de Versailles. Aujourd'hui, si vous aviez la possibilité d'acheter le château de Versailles, est-ce que vous le feriez? Alors, c'est peut-être un peu grand, etc. Imaginez que vous ayez l'argent. Ah, ça serait quand même quelque chose d'assez intéressant, non? Et pour autant, je suis à peu près sûr qu'on est sur un DPEG, hein. Parce que comment vous voulez chauffer ça? Vous avez des volumes considérables, vous avez des hauteurs sous plafond, vous avez des vitrages. Je pense que la galerie des glaces, c'est une misère à chauffer et c'est une passoire énergétique certaine. Et pour autant, est-ce que c'est un mauvais bâti? Non. Est-ce que c'est pas potentiellement un bon investissement? Non. Ça dépend ce qu'on veut faire avec. Et dans la majorité des cas, ce que vous allez aussi pouvoir trouver, ce sont des biens dans lesquels, surtout dans le bâti ancien, vous avez des très longs, très gros murs heu, avec une forte inertie, et ça, c'est très, très mal noté par les DPE. Parce qu'aujourd'hui, le DPE, ce qu'il aime, c'est le mur en briques creuses, type ISO 40 ou les générations d'après, avec une isolation par l'extérieur, ou éventuellement par l'intérieur, c'est toléré. Ça, c'est génial. Par contre, le mur en pierre qui fait 80 centimètres ou 1 mètre, qui a une super inertie, dans lequel on a un confort incroyable, l'été comme l'hiver, dès lors qu'on laisse ni le chaud ni le froid s'installer, et qu'on a un système de chauffe un peu sérieux à l'intérieur, peut-être un poêle à granules ou du radiateur électrique qui tabasse un peu, bah, vous avez quelque chose de super bien. Mais dans le DPE, il est super mal noté. Ou vous avez une maison des années 70 qui a été rénovée au fur et à mesure, mais qui est encore chauffée au fioul. Bah, il y aura le DPE, il sera F ou G. Pour autant, le bâti, est-ce qu'il est nul? Non. Est-ce qu'il est mauvais? Non. Est-ce que vous allez pouvoir le négocier? Bah, ça dépend si la personne a vu ma précédente vidéo ou pas. En tout cas, si elle l'a pas vue, oui, bien sûr, parce que vous allez dire: «Mais regardez, vous avez un DPEG, c'est la catastrophe. Moi, comment je vais faire? Je vais pas pouvoir louer, donc je sais pas trop ce que je vais en faire, mais bon, rassurez-vous, je vous débarrasse quand même, hein. Vous me faites un prix». OK. Bon, soyez pas comme ça, hein. Merci, c'est un peu une caricature. Ah, l'horrible investisseur. Bref, hem, par contre, ça, ce sont des biens qui sont intéressants. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer finalement, quels sont les points qu'il faut absolument regarder. Parce qu'il faut quand même faire attention avec ces DPE-là, donc avec ces biens, en mauvais état, parfois, parfois pas. Justement voir, quels sont ceux qui valent le coup d'être achetés et quels sont ceux sur lesquels vous prenez un maximum de risques et quels sont ceux sur lesquels il faut absolument jamais aller. Et clairement, c'est pas le DPE qui va vous dire, quoi faire au point de départ. Par contre, le DPE, c'est souvent très, très intéressant pour vous planifier finalement le niveau d'exigence en termes de travaux.
Voilà. Parce que, OK, vous avez peut-être pris une décote sur le prix d'achat, mais si derrière ça vous coûte 300 000 € de travaux, bah, globalement, vous êtes peut-être pas gagnant. Donc du coup, ce DPE qui est un signal d'alerte, hein, pour les masses, hein, le mauvais DPE, en fait, ce qu'il faut que vous fassiez en tant qu'investisseur, c'est que vous l'accapariez. Il faut que vous fassiez l'effort de rentrer dedans et de regarder qu'est-ce qui pêche en fin de compte. Est-ce que c'est globalement tout est dans son jus des années, enfin ça a 100 ans quoi, globalement il s'est rien passé ou c'est la maison à mamie, pendant 60-70 ans, elle a rien fait dedans et donc il y a tout à faire. Bon, bah là, clairement, il faut chiffrer les travaux parce que potentiellement ça va vous coûter, bonbon, hein, comme rénovation énergétique. Donc il faut voir si vous visez votre rentabilité, hein, à terme, plus le fait que vous allez vous ennuyer pendant les travaux, qu'il faudra les faire financer par la banque, ça va pas être facile et cetera. Bon, c'est des choses à calculer, hein. Je fais juste une aparté sur la banque. Si aujourd'hui vous achetez un bien DPE F ou G, il est très probable que la banque vous impose de réaliser des rénovations énergétiques pour monter, au moins jusqu'à D. Voilà, ça fait partie des compliance bancaires maintenant. Ils ne veulent plus qu'au moment des transactions et ça. Alors, c'est aussi un levier de négociation, hein, on va pas se mentir. Parce que un vendeur qui a un bien comme ça, il aura plus de mal à trouver un acheteur, puisque l'acheteur va être obligé de faire un certain nombre de travaux pour remonter. Voilà. Sauf s'il paye cash, sauf s'il a besoin d'un prêt très petit, sauf si, plein de choses, hein. Mais, si on est dans la logique lambda de la personne qui va emprunter 80 à 90 de la somme, ce sera souvent demandé par la banque et donc il faudra faire des devis et la banque va vérifier au moment, va débloquer les fonds au fur et à mesure. Il va intégrer un prêt de travaux dans la transaction d'achat. Donc ça, sachez-le, ça ne concerne pas que les investisseurs, c'est aussi, pour un acheteur particulier. Aujourd'hui, pas toutes les banques le font, mais, c'est quand même le sens de l'histoire et de plus en plus le font. Donc c'est aussi un argument pour vous. Mais donc l'intérêt dans ces choses-là, c'est d'arriver à finalement vous projeter sur: «OK, mais quels sont les travaux minimums à faire pour arriver à atteindre les objectifs que la banque va me fixer?» Typiquement en termes de lettres, que ce soit du E, du D. Alors c'est rarement au-dessus, enfin c'est pas au-dessus du D parce que ça a pas de sens en fait, en vrai. Et donc pour ça, sachez que j'ai développé un outil qui permet de le faire parce que je l'ai fait pour moi-même, avant tout. Parce que j'étais exactement dans cette situation-là et j'ai dit: «OK, super, c'est bien, mais je vais pas appeler chaque fois mon diagnostiqueur», surtout que je les connais pas forcément quand c'est pour un achat. Ça peut être un diagnostiqueur qui a fait donc voilà le diag, éventuellement il y a 6 mois, 1 an, pour le bien, il s'en souvient plus, voire 2 ans des fois parce que c'est en vente depuis un long moment. Ce genre de biens-là, ils sont pas très liquides. Donc potentiellement, ça fait un long moment qu'il est en vente, le diagnostiqueur, il s'en souvient plus. Et quand vous allez lui demander, bon, il va râler, quoi. Puis ça va vous coûter des sous, ça va prendre du temps, etc. Bon, c'est pas forcément extraordinaire. Sauf, à la limite, vous demandez une fois, ça va. Mais si vous avez des doutes et que vous lui demandez 10 simulations, ça va vite le saouler. Et donc moi, ça m'est arrivé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé, donc vous voyez en lien dans la description de cette vidéo, en fait, il y a un lien qui s'appelle donc un logiciel, hein, qui s'appelle DPE Wizard. Et donc, ce que je fais concrètement, bah, je rentre juste le numéro du DPE ADM, ça analyse tout, ça va chercher des erreurs, hein, parce que c'est pareil, des fois, il y a le DPE, il est F ou G, simplement parce qu'il y a des erreurs. En fait, alors, de mon expérience, dans 40% des DPE, il y a des erreurs. Des anomalies, des oublis, des choses qui manquent, parce que bah, le diagnostiqueur, il n'avait pas le temps, il n'avait pas les infos, etc. Et donc, en définitive, en faisant cette analyse, déjà, vous détectez toutes les erreurs. Donc des fois, vous gagnez des lettres sans rien faire. Juste, quand vous avez acheté, vous faites repasser le diagnostiqueur, vous lui donnez les éléments qui lui manquent. Par exemple, vous avez démonté un mur, ou vous avez, percé un coin de mur et vous arrivez à visualiser qu'il y a, 120 millimètres d'isolant, derrière le placo, par exemple, chose que lui n'avait pas comme information quand il est venu. Il savait qu'il y avait de l'isolant, mais il savait pas lequel. Bah, vous avez fait un trou, donc en fait, il peut le constater. Et à partir du moment où il peut le constater, il peut modifier le DPE. Et j'ai un cas concret, hein, de quelqu'un que j'ai aidé il y a pas longtemps, qui a gagné, une lettre comme ça. En fait, il était F au point de départ, il a fini D. Pourquoi? Parce que, alors d'abord, il était en radiateur électrique, donc avec le changement de réglementation, le changement de malus, à partir du 1er janvier 2026, hop, il passait de F à E. Juste pour ça, parce que le malus, lié au radiateur électrique va évoluer dans le bon sens. Et après, en fait, il y avait une problématique d'isolation. Elle était déclarée comme existante, mais non qualifiée. Donc du coup, par défaut, et donc du coup, c'est des valeurs dégueulasses. Et bah, le simple fait, simplement d'aller démonter une prise de courant, d'aller regarder ce qu'il y avait dedans, prendre des photos, et puis d'insérer une règle graduée et de montrer qu'il y avait, en l'occurrence, là, 80 millimètres, donc enfin 8 centimètres de laine de verre, et bah, du coup, le diagnostiqueur a pu mettre à jour bah, tout le DPE et du coup, bah, avec encore une petite bricole sur la VMC, il est passé D.
en faisant rien, ou presque. Donc ça, c'est important. J'ai même, dans mon groupe d'investisseurs, là, il y a une personne qui est spécialisée là-dedans, qui fait que ça. C'est-à-dire il cherche les DPE dégueux et puis, il fait sa vraie analyse approfondie et c'est son fonds de commerce, en fait. Et après, il se débrouille pour trouver, en fait, tous ceux qui ont des erreurs ou des choses très, très petites à corriger ou des imprécisions. Et finalement, les imprécisions, par exemple, sur la nature d'un mur ou sur la nature d'un isolant, bah, c'est facile, hein. Une fois qu'on est propriétaire, on fait un trou, puis on voit, hein. Et derrière, il fait compléter le DPE et puis il gagne des lettres, sans rien faire. C'est vraiment, il est spécialisé là-dedans, je trouve que c'est assez intéressant. Et donc, bah, l'outil là que je mets à votre disposition, il fait ça. Donc, il va vous poser après des questions et il va vous permettre de faire des DPE projetés. L'idée, c'est quoi? C'est de calibrer les travaux de manière pertinente et pas de faire, tout et n'importe quoi et dépenser 300 000 balles si ça sert à rien. En fait, si vous arrivez à sortir des F et G qui vous empêchent globalement de louer, hein, à plus ou moins brève échéance, après vous êtes un peu tranquille, surtout que ces règles, elles changent tout le temps. L'algorithme, 2 à 3 fois par an, l'algorithme d'ADEME va changer, parce que, bah, il est imparfait aujourd'hui. C'est très compliqué en vérité, moi je leur jette pas la pierre, hein, parce que c'est vraiment très compliqué de prendre en c'est même impossible, je pense, de prendre en compte tous les types de procédés constructifs. Donc utilisez ce genre d'outils et faites-en, faites-en, bon usage, hein, j'ai envie de dire. Donc quand, par exemple, vous allez visiter un bien, vous dites: «Ah ouais, ça peut le faire et tout» et puis vous regardez, vous dites: «Bah, quand même, j'ai l'impression qu'il y a pas des gros problèmes de fond, quoi. Il y a pas tant de travaux à faire et cetera». Vous récupérez toujours le DPE auprès de l'agent immobilier, bah, vous le passez dans la moulinette et puis, 2 minutes après, vous savez. Vous savez que, à peu près qu'est-ce qu'il faudrait faire pour y arriver. Et donc, ça, c'est quand même pas mal. Et si vous voulez chiffrer, il y a un autre outil d'ailleurs, allez, je fais ma pub là, j'en profite. Il y a un autre outil dans la description, pareil, que j'ai fait pour moi, pour chiffrer mes travaux. C'est la même logique, hein. D'abord, je cherche à identifier qu'est-ce qu'il est pertinent de faire et après combien ça me coûte. Et ça me permet de faire le calcul du coût global de l'opération. Donc, c'est un autre outil qui s'appelle SimulReno qui permet de faire une estimation sur presque 300 types de travaux. Donc, on est tranquille. Et voilà, je l'avais fait pour moi, pour faire ce genre de choses-là. Et là, aujourd'hui, je vous partage le tips parce que, bah voilà, parce que ça sert à rien que je le garde pour moi et profitez-en. Donc, effectivement, ça peut être quelque chose une vraie fenêtre d'achat intéressante, en fait. Hein. Et puis, avec la loi résilience climat, le fait que bientôt ce sera plus possible de louer, il y a plein de bailleurs qui n'ont pas envie de s'embêter. Et il y a plein de logements qui sont potentiellement un peu compliqués à faire remonter, hein. Faut pas se mentir, hein. Notamment ceux qui sont sous toiture, sous bac acier, toiture en métal. Et bah, à Paris, par exemple, hein, au dernier étage, etc., ou les appartements haussmanniens, c'est assez difficile en fait de faire remonter les DPE, hein, dans ces logements-là, hein. Alors ça peut être un changement du mode de chauffage peut-être, mais qu'est-ce que vous mettez comme mode de chauffage, hein? Si vous êtes en zone urbaine, la pompe à chaleur, ça va pas fonctionner aussi bien que si vous êtes en zone rurale, parce que vous n'aurez pas les mêmes différences de température. Et puis vous n'avez pas forcément la place, et puis il y a du bruit, et puis il y a les histoires de voisinage, et puis l'architecte des bâtiments de France, etc. C'est pas forcément très simple. Donc soyez vigilants par rapport à ces choses-là, ne vous engagez pas dans des trucs impossibles non plus, hein. C'est important. Et après, quand vous analysez un bien, finalement, moi, comment je le fais? Moi, je vous raconte comment je le fais. D'ailleurs, il y a l'une ou l'autre vidéo sur cette chaîne où je présente des exemples en fait, de biens que j'ai visités. Comme ça, vous voyez un petit peu le process que je mets en œuvre. Donc, un bien F ou G, c'est potentiellement une opportunité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut regarder? Donc, la première chose, soyez très, 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 très vigilant sur la structure du bâti. Ça, c'est fondamental. Il faut regarder les murs, il faut regarder l'inertie, il faut regarder l'exposition, il faut regarder la toiture aussi, il faut voir qu'est-ce qui est isolé, qu'est-ce qui n'est pas isolé, qu'est-ce qui mériterait de l'être. Parce que si vous avez des murs de 80 centimètres en pierre, ça sert à rien de vous embêter avec de l'isolation, hein. En fait, l'enjeu, ça va être de ne pas faire rentrer le chaud l'été et de ne pas faire rentrer le froid l'hiver. Donc il va falloir travailler plutôt sur les volets, sur les vitrages. Ce sera plus intelligent que de faire une espèce de poche étanche à travers ce mur qui est censé respirer, parce que vous allez juste avoir des catastrophes d'un point de vue humidité. Donc c'est pas une bonne idée. Ou alors il va falloir utiliser des matériaux qui coûtent hyper cher. Donc c'est pas le bon plan. Ensuite, parce que dans tout ça, il faut, voilà, je veux bien insister là-dessus. Un mauvais DPE, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais bâtiment. Ça veut juste dire qu'il ne correspond pas à la doxa à l'instant T de ce que le politique attend d'un bâtiment. Voilà, ça c'est important. Et qu'il y a énormément de fausses passoires énergétiques. Moi j'ai un logement qui est F. Donc on pourrait se dire, ouais, bon, c'est une passoire énergétique et tout ça, mais pas du tout. C'est juste un logement dans un bâtiment haussmannien. Donc bah, vous avez 3,60 m, 3,70 m sous plafond. Donc vous avez un énorme volume à chauffer par rapport à la surface, comparativement. Et donc,
le ratio surface versus volume, bah, il est pas bon pour le DPE. Après bien sûr, c'est radiateur électrique parce que c'était le seul moyen que j'avais pour chauffer ça efficacement. Et voilà, et pour autant, est-ce que les habitants, ils sont pas bien? Non, bah, ils restent en fait, parce que ce logement, il est incroyable. Parce qu'il y a des boiseries, parce qu'il y a un parquet qui a 100 ans, qui est en état magnifique, parce qu'il y a des fenêtres gigantesques qui font presque 2,50 m de haut, parce qu'il est bien exposé, mais pas trop, parce qu'il y a des volets pour éviter que le chaud y rentre, parce que il y a des murs suffisamment épais pour éviter que le chaud y sorte trop facilement, parce que les radiateurs sont bien calibrés, et du coup, c'est très très facile d'avoir une température extrêmement confortable. Et voilà, il fallait juste choisir les bons éléments. Voilà. Et ça servait à rien de mettre une pompe à chaleur à 15 000 balles. Là, il suffisait de mettre des radiateurs à 500 euros, un peu corrects, et puis c'est tout. Et puis d'ailleurs, je me suis rendu compte que mon locataire utilisait un seul radiateur sur toute la série que je lui ai mis. Et ça suffisait pour avoir 21 à 22 degrés l'hiver. Comme quoi, c'était pas un... Et pourtant, il est DPEF. Donc vous voyez, il faut se méfier de tout ça. Alors, par rapport à l'autorisation de louer, évidemment, au bout d'un moment, ce sera un problème. Bon, là, on n'y est pas encore, puisque c'est F, donc c'est 2028. Et puis, en l'occurrence, avec le changement de malus, ce radiateur électrique, il va passer E, donc il passe de F à E au 1er janvier 2026. Donc en fait, voilà, bah, j'ai très bien fait de faire ça. Et ce logement, il est incroyable. Et il a une valeur patrimoniale beaucoup plus forte qu'un logement lambda, tout simplement. Donc voilà, c'est pas forcément parce que le DPE est pas bon que c'est pas un bon achat. Et vous avez une marge de négociation. Par contre, là où il faut être intelligent, c'est sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas. Donc je disais, faut faire attention donc à la structure du bâti. La structure du bâti, parce que si vous devez faire une isolation par l'extérieur, ou si vous devez tout casser à l'intérieur pour faire une isolation intérieure, posez-vous la question, parce que isolation intérieure, ça veut potentiellement dire déplacer des salles de bain, des cuisines, et tous les réseaux qui sont contre les murs. Donc, si vous rénovez de A à Z, à la limite, faites-le. Mais par contre, si vous êtes plus dans une logique de rénovation par touche, c'est-à-dire de dire, OK, il n'est pas si mal, il faut le remettre un peu à niveau, il y a des choses à améliorer, mais globalement, on va pas tout refaire, on va pas faire, on garde juste les murs et puis on pète tout de A à Z, hein, comme en rénovation totale. Là, c'est un autre sujet. Là, je suis plutôt sur comment est-ce qu'on peut optimiser ces choses-là. Et d'ailleurs, il faut se méfier parce que la nature des travaux, c'est aussi quelque chose de très très important. Donc il y avait la structure, mais il y a la nature. Parce que vous pouvez avoir vraiment des coûts de 1 à 5, 10 selon le type de travaux. Et voilà, l'isolation, j'en ai parlé, c'est pas forcément le truc le plus rentable. Ce qui est sûr, c'est que l'isolation va vous permettre potentiellement de gagner des lettres sur le DPE. Maintenant, est-ce que vous en avez vraiment besoin? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de les gagner autrement? Ce qui est sûr, c'est qu'en termes de facture énergétique, aujourd'hui, bah, il y a une étude de l'INSEE qui est sortie à l'été 2025 et qui prouve que si on se concentre que sur la partie isolation, il faut en gros un siècle pour la rentabiliser d'un point de vue coût des consommations d'énergie de chauffage. Donc, autant dire jamais. Donc ça sert à rien peut-être de faire ça, il faut peut-être réfléchir intelligemment. Par contre, bien sûr, si votre logement il n'est pas confortable, il faut l'isoler. Il faut rester intelligent par rapport à ça. Et vous verrez d'ailleurs, hein, si vous utilisez mon application, on va vous poser des questions comme ça. Est-ce qu'il y a des circuits d'air? Est-ce qu'il y a des murs qui sont extrêmement froids, etc. Et en fonction de ça, parfois ça vaut le coup d'isoler que certains murs, plutôt que de tout refaire, la rénovation globale. Oui, bien sûr, ça vous donne quelque chose de plus cohérent à la fin. Par contre, si vous analysez correctement le bâti, avoir quelque chose de cohérent à la fin, c'est pas forcément, faire une enveloppe d'ITE, d'isolation par l'extérieur. Ça peut être aussi de dire, «Je vais exploiter les forces du bâtiment et je vais, corriger ses faiblesses». Et corriger ses faiblesses, c'est peut-être juste le mur nord, à isoler, par l'intérieur parce que finalement c'est celui-là qui capte le plus et puis voilà, donc il y a peut-être des choses à faire, donc il faut être, un peu intelligent par rapport à ça et c'est ce qui vous permet d'avoir une bonne rentabilité à la fin. Parce que si vous commencez à faire tout et n'importe quoi en termes de travaux, à la fin vous y retrouvez pas, hein, vos 10 vous pouvez les avoir, mais ce sera beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. Et on va pas se mentir non plus, faire financer des enveloppes travaux par les banques, Heu, bah, c'est pas toujours très simple. Jusqu'à un certain montant, oui. Pour corriger les lettres, c'est plus ou moins obligatoire, c'est ce que je disais avant. Par contre, si vous avez des très, très gros volumes par rapport au prix d'achat, ça peut être potentiellement un problème. Et donc il faut vraiment que vous fassiez cette analyse finalement technico-économique. Parce qu'il y a un autre point aussi, c'est que les gros travaux, bah, c'est une immobilisation à long terme. C'est-à-dire pendant ce temps-là, ben, votre bien, alors vous pouvez avoir un différé, mais que vous ayez un différé de remboursement ou pas, bah, c'est des moments où vous n'avez pas de locataire, donc vous n'avez pas de rentrée locative. Donc si vos travaux ils durent 2 ans, parce que vous faites une rénovation totale, et 2 ans, c'est pas déconnant, hein, sur un petit immeuble, hein,
dans certains cas, parce qu'il y a toujours des aléas, et toutes sortes de choses. Ça peut arriver 2 ans de travaux. Moi, ça m'est arrivé déjà, voilà. Bah, du coup, votre rentabilité, elle baisse, quoi, tout simplement. Alors que bon, ce qui est sûr, c'est que ce que je peux vous dire, c'est que quand j'ai fait, mes premiers travaux de rénovation, j'étais toujours dans la logique de rénovation globale. Aujourd'hui, je fais plus. Je fais plus comme ça. En fait, j'y vais par points, en fait. Et quels sont les points qui sont importants à corriger, et cetera, pour avoir une cohérence globale à la fin? Voilà. Et pas non plus avoir un truc, qui a une valeur de, 50 et un autre truc qui a une valeur de 10, quoi. Parce que sinon c'est voilà. À la limite, on va monter une valeur de 25 d'un côté et puis on va se débrouiller pour que l'autre ait aussi une valeur de 25. Hem, c'est l'idée c'est que l'intégralité du bâtiment soit, homogène en termes de qualité. Parce que sinon, enfin, vous faites juste de la surqualité qui sert absolument à rien et c'est exactement ce que disait d'ailleurs l'étude de l'INSEE. C'est que du coup, quand on fait par touche de manière inconsidérée, bah, oui, OK, vous allez peut-être avoir un truc, super génial, en toiture, mais si vous n'avez pas traité le reste, bah, ça sert à rien. Et si le problème majeur, c'était pas la toiture, bah, voilà. Et si vous avez 2 problèmes majeurs, mais que vous en traitez qu'un des 2, ça sert à rien non plus. Donc, donc oui, ces DPE sont une vraie opportunité, mais il faut faire attention à ça. La nature du bâti, la structure, la nature des travaux et puis, c'est important de se projeter donc, tout simplement, post-travaux pour savoir, où est-ce que vous en êtes. Encore une fois, si vous atteignez le D, c'est formidable. Si vous atteignez le E, bon, vous êtes tranquille jusqu'en 2034 et d'ici là, il y a tellement de choses qui vont changer dans la politique et la géopolitique que vous pouvez pas savoir à quoi ressemblera le DPE. Si ça se trouve, il n'existera plus le DPE d'ici là, hein, parce qu'il y aura trop une crise du logement et qu'il faudra faire quelque chose. Faut pas oublier que la France, c'est le seul pays européen dans lequel le DPE est contraignant. Il existe dans énormément de pays européens, mais il est juste informatif. Donc on n'est pas à l'abri que du jour au lendemain, le DPE devienne juste informatif en France, parce qu'on se rend compte que les gens, bah juste... Parce qu'à un moment donné, il faut quand même se poser une question politique un peu forte, hein. C'est-à-dire que oui, c'est très bien de vouloir lutter contre le logement insalubre, indigne, etc. Mais on l'a vu ensemble là, un DPE F ou G, ça ne veut pas dire un logement insalubre. Ça veut juste dire un logement qui ne correspond pas à la règle à l'instant T qu'il y a dans le tableau Excel du diagnostiqueur. Un algorithme, mais c'est pareil. Euh, donc il coche pas la case, quoi. Voilà, tout simplement. Mais c'est pas pour autant qu'il est inconfortable, qu'il est humide, qu'il est insalubre, qu'il est dégueulasse. Voilà. Et à un moment donné, est-ce qu'il vaut pas mieux quand même habiter dans un logement comme ça, même s'il est pas foufou, versus être sous un pont? Enfin, à un moment donné, faut être réaliste, quoi. Donc, en tant qu'investisseur, donc il y a pas mal d'opportunités à récupérer ça. Il y a beaucoup d'investisseurs qui n'ont pas le courage que vous avez peut-être, ou que moi j'ai, de rénover ces choses-là. Par contre, ce que je vous conseille, donc, et c'est l'enjeu de cette vidéo, ne faites pas ce que j'ai fait au début. Ne vous lancez pas systématiquement dans une rénovation totale, mais réfléchissez, cohérence de ce que vous faites pour viser quelque chose de correct. Et avec à l'esprit, le point clé étant le confort de l'habitant. Parce que c'est ça qui va faire que vous ayez les meilleurs locataires qui restent le plus longtemps possible. Et c'est ça quand même le point clé de l'investisseur. Parce que si derrière vous avez des rotations de locataires tous les 2 mois parce qu'ils sont pas bien chez vous, vous avez à rien gagné, hein. Vous avez de la vacance locative, ça vous coûte de l'argent, etc. Donc ça sert absolument à rien. Donc pour résumer tout ça, CDPE, FSG, c'est effectivement une opportunité parce que vous avez en face un certain nombre de propriétaires qui sont paniqués. Vous avez aussi donc des propriétaires bailleurs qui ont arrêté de louer parce que bah, justement ils songeaient, puis donc ils disent bon, moi j'ai pas envie de faire les travaux parce que je suis trop âgé, j'ai pas envie, ou parce que ça m'intéresse pas, ou parce que j'ai déjà amorti mon bien depuis je sais pas combien de temps. Et donc bah, là c'est en dormance. Parfois ça peut être l'occasion aussi d'aller leur demander, faire toc toc, ça vous dire qu'on ne pas, enfin, vous n'avez pas envie de le vendre. Juste, parce que bon, là, vous avez ce truc-là, de toute façon, de plus en plus, ça va être fiscalisé, taxé, et cetera. À un moment donné, vous risquez d'avoir des squatteurs, moi je vous l'achète. C'est aussi des approches, hein, qui peuvent, être pas déconnantes, en fait, en tant qu'investisseur. Et puis, toi, bah, tu pas, un rapace, c'est-à-dire que tu vas négocier évidemment, tu vas négocier le prix parce qu'il y a du travail, mais ce que tu négocies finalement, c'est ton expertise. C'est ta capacité à dire: «OK, par rapport à ce bien-là, si je veux l'améliorer, il faut que je fasse ça». Pour que, d'une part, le confort soit nickel et que d'un autre côté, ça corresponde aux attendus politiques pour que je sois pas embêté par le calendrier de sortie du parc locatif. Bon, voilà. Et finalement, c'est comme toujours, ce qui est rémunéré, c'est, la connaissance et ce qui est rémunéré, c'est le travail derrière. Donc, il y a pas de honte à avoir ça, à faire ça. Ça, c'est important, c'est une distinction qui est éthique et qui est très claire, quoi. On n'est pas en train de profiter de l'ignorance, on est juste à un moment donné, voilà, on a une expertise, donc elle est rémunérée. Les autres ne veulent pas le faire ce travail, eh ben, voilà.
Le bon côté, c'est que donc moi, je vous mets à disposition des outils qui vous aident à le faire, donc ça, c'est bien. Vous n'avez pas besoin de passer autant de temps et de dépenser et de perdre autant d'argent que moi j'en ai perdu. C'est la bonne nouvelle. Même si vous êtes plus expérimenté, hein, pourquoi pas. Ça va vous faire gagner du temps aussi. Et puis, donc les pièges à éviter, donc c'est, mauvais bâti, hein, je l'ai dit, des coûts de travaux sous-estimés. Alors ça, c'est important aussi parce que, très souvent, surtout quand on est dans des rénovations un peu lourdes, on fait plein de découvertes sur les chantiers. Si vous en avez déjà fait, vous le savez, heu et si vous en avez pas fait, je vous le dis, il y a énormément de surprises. On a tendance à prévoir 10 à 15 de marge de travaux, généralement, mais des fois ça suffit pas, parce qu'on va découvrir, un peu des catastrophes, en ouvrant, des choses qui sont là depuis très longtemps, parce qu'on est quand même sur du bien plutôt ancien. Il y a un autre point aussi sur lequel il faut être vigilant, quand même sur les biens, F ou G. Je vous encourage à viser plutôt des monopropriétés et pas des appartements, par exemple, qui sont en, copropriété Heu, parce que vous risquez de vous retrouver avec des travaux pas cohérents, qui sont votés, qui sont poussés par le syndic qui se prend une commission dessus, hein, faut pas l'oublier, et qui vont être votés en AG parce que personne n'y comprend rien et que le syndic, il aura bien joué son rôle de faire flipper tout le monde et vous allez retrouver avec des factures débiles, qui fait que votre bien, en fait, il est plus rentable à la fin. Donc ça, c'est quelque chose que je vous incite à essayer d'éviter. Donc des achats de ce type de biens en copropriété. Essayez d'être en monopropriété au maximum parce que sinon, voilà. Ou alors, bon, maintenant, il y a des obligations, hein, de faire des plans de travaux pluriannuels. Donc ça va inciter énormément de copropriétés à faire notamment des ITE. Et les ITE sur un immeuble, enfin, ça coûte tout de suite des centaines de milliers d'euros. Alors, ok, il y a un certain nombre euh, de propriétaires, mais il n'y a pas longtemps, là, pareil, j'ai vu passer un commentaire d'un abonné qui me disait, bah oui, eux, en fait, le syndic, il a poussé, il a poussé, il a poussé, il a poussé. En AG, ils ont voté parce qu'ils ont eu peur. Et du coup, il y a 600 000 euros de travaux. Je sais pas qu'est-ce que c'est comme immeuble, ça peut être quelque chose avec une grande hauteur, je sais pas, pour justifier un échafaudage hyper cher ou je sais pas quoi. Mais enfin, voilà quoi. Enfin, et en l'occurrence, là, le copropriétaire, enfin, il y en avait pour quasiment 20 000 euros. Donc ça, vous l'avez pas forcément anticipé. 20 000 euros, avec ça, vous faites quasiment l'ITE d'une maison. Donc, ouais, probablement, vous pouvez la faire. Donc, ça dépend de la taille de la maison. Donc faites attention à ça. Faites attention aux autorisations techniques aussi, hein, c'est pour ça d'ailleurs dans mon outil, il y a la question, hein. L'isolation par l'extérieur, ouais, c'est bien, mais alors donc en fonction du procédé, du type de bâti, c'est pas forcément une bonne chose. S'il faut que le mur respire, sinon il faut choisir des matériaux très chers et après vous avez peut-être juste pas le droit. Parce que si vous êtes dans un secteur protégé, si le PLU, l'interdit, si l'architecte des bâtiments de France le refuse, ben, c'est potentiellement, compliqué et parfois, je vais vous dire, on a des surprises, hein, parce qu'évidemment, quand on est juste à côté d'une cathédrale, on se doute bien que c'est protégé. Mais moi, là, on est en train de lancer un chantier, on est, loin de tout, dans une ville, pas très intéressante d'un point de vue architectural, parce qu'elle a été entièrement reconstruite dans les années 50 après les bombardements de la Deuxième Guerre mondiale. Et ben pourtant, l'ABF, il est pénible, hein. Voilà. Donc, bon, alors là, en l'occurrence, l'ITE, il a accepté, donc c'est très bien. Mais, c'était pas gagné d'avance. Voilà, c'était pas gagné d'avance. Donc il faut se méfier dans ces choses-là. Ça peut être intéressant au moment où vous faites les négociations aussi de faire, enfin, s'il y a un bien qui vous intéresse et vous savez que vous n'avez pas trop de concurrence dessus, allez consulter le PLU, ça c'est la base, hein. Et puis derrière, même, faites une demande à la mairie, hein, appelez-les, hein, dire bon voilà, j'ai ce truc-là, ça m'intéresse peut-être, est-ce que j'ai le droit de faire? Ils vous répondent, hein, vous prenez rendez-vous, vous y allez au service urbanisme, ils sont très sympas en général et ils vous répondent tout de suite. Et vous diront, ouais, je le sens pas trop parce que. Alors il y a ce qui est écrit dans le PLU et puis il y a la réalité. Il y a oui, dans le PLU, vous avez le droit, mais de mon expérience, l'architecte des bâtiments de France, il aime pas trop, ou quelqu'un d'autre à la mairie aime pas trop, et donc vous n'aurez pas les autorisations à la fin. Parce que ça aussi, hein, ça peut exister. Donc faites attention à ça. Euh, et ne faites pas de travaux irréalistes, ça sert à rien. Des travaux de surqualité, tout ça, vous êtes dans une logique d'investissement. Euh, Si vous êtes dans la résidence principale, c'est peut-être un peu différent. Mais si vous êtes dans une logique d'investissement, faites pas ça. Méfiez-vous des rentabilités théoriques réelles, hein, versus réelles, parce que là aussi, vous aurez toujours des choses qui vont varier. Donc prenez le maximum de marge au point de départ, essayez de l'acheter au meilleur prix. Sans arnaquer les gens, hein. Il faut rester éthique, mais voilà, il y a du travail à faire, il y a de l'analyse, il y a de l'expertise. En face, ils en ont pas, ils ont pas envie, ils sont fainéants, ils sont je sais pas quoi. Bon, ben, à un moment donné, ça se retrouve sur le prix, et donc ça peut devenir une bonne opportunité. Et encore une fois, je le répète, la rentabilité d'un bien, elle se fait essentiellement au moment de l'achat. C'est le prix d'achat, en fait. Parce que derrière, votre loyer, vous n'allez pas non plus, il faudra rester
dans ce qui se fait dans le coin, potentiellement ils sont même limités, heu et par contre sur le prix d'achat, c'est là que vous faites votre rentabilité globale sur l'opération. Parce que si vous arrivez à le payer un peu moins cher, bah, vous pouvez peut-être financer plus de travaux, pertinents, hein, j'entends, hein, pas des travaux qui servent à rien ou tout simplement améliorer, votre marge. Et donc, finalement, si je devais résumer, un DPEG, mal analysé, en se disant: «Ouais, c'est horrible» et cetera, ou alors en se disant: «Ouais, non, mais ça va être facile à corriger», mais en fait non, bah, potentiellement, c'est un piège à 6 chiffres, hein, pour vous, hein, parce que, enfin, 100 000 € dans un petit immeuble, c'est vite dépensé, hein. Si vous l'avez mal analysé au point de départ. Par contre, le cas échéant, s'il est bien analysé, bah, c'est peut être, ben, un profit à 5 chiffres. Parce que vous allez, pouvoir optimiser les travaux, vous allez les calculer à l'avance et puis vous allez faire une offre qui est juste et qui vous permet de bien vous retrouver par rapport à ça. Donc, aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de, voilà, de vendeurs qui ont peur et donc, qui vont accepter des décotes. Ben, j'ai envie de dire, ça fait des opportunités. À chaque fois que le marché est irrationnel, bah, c'est des aubaines, hein, pour ceux qui veulent bien y aller. Par contre, il ne faut pas y aller n'importe comment, parce que vous pouvez aussi, vous faire, brûler les ailes, hein, surtout si vous êtes un petit peu dans les premières phases de vos investissements. Il faut faire attention à ça. Heu et puis voilà, bah, moi je vous propose des outils, utilisez-les, si vous voulez. En tout cas, moi je les ai faits pour moi et ils ont changé ma vie, d'investisseur. Ils ont changé ma rentabilité donc, si vous voulez les utiliser, eh ben, tant mieux, je vous incite à le faire. Et là, je parle beaucoup de grosses rénovations énergétiques ou de grosses rénovations, dans cette vidéo et sur cette chaîne. Et ce que je vous annonce, c'est que je vais commencer à partager aussi un certain nombre de projets sur lesquels on travaille parce que bon, ce gars-là, il raconte des trucs, mais c'est quoi sa légitimité à un moment donné? Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à vous parler, des projets qu'on fait et vous allez voir, c'est pas des moitiés de morceaux. Et dans ces projets-là, je vous incite éventuellement à vous abonner, hein, d'ailleurs pour les suivre après parce que j'ai envie de faire un peu des séries comme ça, où je vais les présenter au fil de l'eau, l'avancement, et on va parler de tous les sujets au fur et à mesure. Donc ça va être un peu technique, donc c'est plus pour de l'investisseur clairement que pour, un youtubeur, lambda. Mais, tous les choix qu'on fait, pourquoi on les fait, le rationnel financier qu'il y a derrière et cetera. Et je peux vous dire que le 1er duquel je vais parler, il y aura typiquement un choix à faire sur, le chauffage qui est pas neutre. Et c'est un bâtiment de plus de 3 000 m². Donc on a tout de suite des impacts qui sont assez considérables. Voilà, donc profitez des DPE F et G, faites-le de manière éthique. Et puis, si vous tombez sur quelqu'un qui a vu mon autre vidéo, qui est propriétaire et qui l'a vu de l'autre côté, eh ben, attendez-vous à ce qu'il vienne vous voir déjà avec des projections de DPE, avec des projections de coûts de travaux. Et du coup, bah, quelque part, il aura fait le travail à votre place, mais il sera moins négociable.